à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un correspondant que l'on voit beaucoup sur les chaînes info actuellement durant cette guerre qui a embrasé le Moyen-Orient le 28 février dernier. C'est l'un des seuls journalistes travaillant pour des médias étrangers qui se trouvent en Iran, à Téhéran, et nous sommes très heureux de le recevoir ici. Bonjour Siavash Ghazi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Carnet de guerre, donc c'est le titre du livre que vous sortez, c'est aux éditions First. C'est un récit factuel mais aussi assez personnel à bien des égards, que vous couchez sur papier. Vous décrivez le quotidien des Iraniens sous les bombes américaines et israéliennes au cours des 5 derniers mois et ces vies qui vacillent, ce pays qui se réveille au son des explosions. Vous le racontez aussi dans de nombreux médias français, dont France 24 et RFI, qui vous emploient principalement. Alors il vous est arrivé, et d'ailleurs c'est ce que vous dites et c'est assez drôle dans ce livre, il vous est arrivé d'enchaîner 80 duplex en une seule journée. Mais parce que vous êtes le seul journaliste francophone sur place. Pour quelle raison êtes-vous seul à Téhéran et en Iran ? Et en fait, je ne suis pas le seul. Il y a aussi l'AFP qui est là, oui. dont le directeur est un Français, Sébastien Ricci, un ami. Bon, lui, il travaille dans une agence de presse. Voilà. Et moi, quand il y avait des journalistes, des collègues qui travaillaient pour des médias français Oui. il y a encore quelques années, qui ont décidé de partir. Et moi, j'ai décidé de rester malgré les pressions, la situation un peu difficile. Et donc, du coup, je me retrouve seul francophone à pouvoir intervenir sur les chaînes de télévision. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres journalistes qui travaillent, par exemple, pour l'agence de presse espagnole, allemande aussi, oui, et italienne. Par exemple, France 24 emploie aussi des journalistes pour la partie anglaise, pour la partie espagnole. Ouais. Il faut. Vous n'êtes pas seul au monde. Voilà, que je suis le seul journaliste en Iran, c'est une fausse idée. Il y a d'autres journalistes, d'autres collègues. Quand on se retrouve, par exemple, pour la couverture d'un événement, on est 60 à 70. Il y a bien sûr toutes les télévisions en arabe, Al Jazeera et d'autres chaînes. Les Asiatiques sont très présents. Et puis aussi, par exemple, CNN, dont le correspondant n'est pas basé à Téhéran, mais qui vient régulièrement à Téhéran pour des sujets. Alors, je vais vous poser plein de questions que les téléspectateurs se posent naturellement. Est-ce qu'il faut être adoubé par le régime pour travailler en tant que journaliste à Téhéran et en Iran ? Non, ça c'est une fausse idée. C'est que après ça dépend de chacun. Moi, j'ai une obligation de déontologie, de morale, un devoir de liberté, parce qu'il faut raconter ce qu'on voit, et donc ne pas reprendre le discours officiel du pouvoir. Sinon, j'aurais travaillé à la télévision d'État iranienne. Absolument. Dont on va parler d'ailleurs, parce que vous en parlez dans ce livre. Ni par exemple faire plaisir à des groupes d'opposition à l'étranger, iranienne à l'étranger. Donc on est toujours sur le fil du rasoir, parce qu'il faut respecter, être factuel, respecter les règles déontologiques. Et pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est de raconter le quotidien, ce que je vois, sans tomber dans le piège des uns ou des autres. Et donc ce qui fait que on est toujours sur le fil du rasoir. Mon expérience, ça fait 38 ans que je suis journaliste. J'ai travaillé 10 ans à Paris, depuis 28 ans en Iran. Ça me permet à la fois d'avoir une connaissance assez précise de la situation en Iran, mais aussi de comment réagir lorsqu'on est arrêté, lorsqu'on est interpellé dans la rue. Même j'ai été arrêté en 2022. J'ai passé la nuit à l'isolement. Donc savoir donc détendre l'atmosphère, parler aux gens qui nous interrogent, qui nous fassent passer des interrogatoires, ça permet, et des fois rester ferme permet donc très souvent de s'en sortir et de ne pas subir les pressions qui peuvent exister partout dans le monde. Absolument. Alors on va y revenir justement sur ces pressions, sur ces arrestations, ces convocations que vous avez eues de la part des autorités iraniennes, parce que vous en parlez en détail dans ce livre. Mais tout d'abord, je voudrais que vous écoutiez cette question d'Ashley Chevalier, parce qu'elle était notre invitée hier. Ashley Chevalier, c'est la présentatrice du 1945 et du 1245 sur M6, le JT, les vendredis, samedis et dimanches. Elle avait une question bien précise à vous poser. Je vous propose de la découvrir. Bonjour Siavash, d'abord merci et bravo pour tout le travail que tu fais en Iran depuis le début de la guerre. On a besoin de journalistes francophones sur place et il n'y en a pas beaucoup, donc vraiment bravo. La question que je me pose, du coup, comme tu travailles dans tout un tas de médias, c'est tu dors quand ? C'est vrai que 80 duplex, il faut les assurer. Vous avez
pas besoin de beaucoup de sommeil. Enfin, les heures de sommeil chez vous, ça se compte sur les doigts d'une main, je crois. Oui, même en fait, les premiers jours, le 28 février, quand les premiers missiles sont passés juste au-dessus de ma tête pour aller frapper la résidence du guide suprême, mais aussi le ministère des Renseignements, et ben c'était des appels de toutes parts. Et donc j'ai commencé donc les premiers jours à faire 80 interventions par jour. Je me couchais à 2 heures du matin, je me levais à 5 heures du matin, donc et même quelques fois avant, parce que bon, quand on finit un direct à 2 heures du matin, il faut quand même un quart d'heure, 20 minutes pour se détendre et pouvoir dormir. Et donc ça faisait des nuits très courtes, de 2 heures. Et ensuite, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que la guerre allait durer, et donc il fallait qu'on pouvait pas tenir, je ne pouvais pas tenir ce rythme sur le long terme, et donc j'ai dit à mes rédactions, qui ne le respectaient pas toujours, de ne pas m'appeler à 3 heures du matin ou à 5 heures du matin, que j'avais besoin de dormir 3 heures au moins par nuit. Et donc 3 heures, c'est pas horrible, hein. Enfin, c'est pas une grasse matinée normalement. Voilà. Et après j'ai pris l'habitude, déjà je dors pas beaucoup, depuis mon enfance, je dors peu. Mais le fait de vivre, en fait, c'est ça qui est important. Le fait de vivre un moment historique qui est un changement profond de l'Iran, de la région et du monde entier, ça donne beaucoup d'énergie et ça me permet de tenir aussi longtemps. Alors on va revenir aussi sur la liberté de la presse en Iran, etc. Mais de façon très pragmatique, quand vous avez des communications qui sont coupées, comme Internet par exemple, comme les réseaux téléphoniques, comment faites-vous pour exercer votre métier? Je sais que pendant plusieurs jours, vous avez dû composer sans connexion Internet. À ce moment-là, quand vous êtes journaliste, ça devient compliqué pour faire des duplex sur des chaînes d'information. Absolument. Alors ça c'est... bon, je l'ai expliqué, mais je voudrais préciser que c'est une fausse question. C'est-à-dire que cette question ne sera jamais posée à un journaliste franco-français ou à un journaliste américain. Comme je suis, j'ai la double nationalité, certains, notamment dans la diaspora, disent c'est l'homme du régime, c'est pour ça qu'il a accès à l'Internet, alors que le reste du pays n'y a pas accès. De fait, en janvier, lorsque l'Internet et le téléphone international a été coupé, j'ai été, comme tout le monde, j'ai été privé donc je me tournais les pouces pendant 5 jours et je me dis, j'ai raté 40 interventions aujourd'hui, et donc moins d'argent à gagner. Oui, c'est ça, Ah oui, parce que vous êtes payé, quand vous faites 4 heures duplex, vous êtes payé 80 fois. Oui, exactement. Tout se passe bien pour vous, c'est bien. Et ensuite, une partie de mon travail, c'est de trouver les moyens de communication donc pour permettre de transmettre l'information. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 5 possibilités de connexion différentes que j'ai partagées avec d'autres collègues par exemple de l'AFP ou d'autres collègues qui n'ont pas toujours les entrées, enfin les connexions nécessaires, parce qu'on peut acheter des VPN, des VPN qui sont par exemple, alors ça c'est techniquement il faut l'expliquer, il y a des gens qui ont des Starlink. Alors le Starlink est interdit en Iran, mais donc qui est placé à un endroit, et donc on achète un VPN qui nous permet donc d'utiliser la connexion Starlink sans être opéré comme utilisant le Starlink, donc à distance. Donc ça, c'est un des moyens, mais il y a d'autres moyens aussi, par exemple des VPN qu'on peut acheter, donc qui permettent, avec un niveau de connexion assez faible. C'est pour ça que, par exemple, les interventions que je fais depuis l'Iran jusqu'à maintenant, c'est essentiellement sur WhatsApp, parce que les autres applications, le débit n'est pas assez puissant pour utiliser d'autres connexions. Et donc il y a toujours la censure qui empêche, par exemple, d'utiliser certaines connexions et certaines applications sur le téléphone portable. Alors j'ai encore plein de questions à vous poser. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir un discours pro-régime pour être accepté en Iran? De quelle marge de manœuvre disposez-vous aussi pour raconter ce qui se passe véritablement sur le terrain? Tout ça, je vais vous poser, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour. Allez, on commence ces infos médias avec Anne-Elisabeth Lemoine qui a annoncé ce mercredi son retour aux commandes de C'est à vous la saison prochaine sur France 5. L'animatrice du talk-show ne s'y attendait pas forcément, mais elle a été interrogée à ce sujet par son invité du jour, Jamel Debbouze. Ses fidèles téléspectateurs vont donc la retrouver sur la chaîne du service public à partir du 31 août, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs une évidence il y a encore quelques semaines, puisque la direction de France Télévisions lui avait proposé de reprendre les rênes de l'émission matinale Télématin sur France 2, mais la présentatrice a finalement
refusé pour garder un équilibre très logique entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors si j'allume la télévision iranienne, Siavash Ghazi, qu'est-ce que j'y trouve exactement? C'est quoi les programmes de télévision iraniens? Alors, depuis la guerre, il y a beaucoup de propagande, d'émissions, de tables rondes, comme on en voit ici sur les différentes chaînes de télévision d'actualité en France ou ailleurs, des débats. Les invités sont plutôt des gens du pouvoir qui sont invités, alors avec une certaine ouverture, mais la télévision iranienne est très contrôlée par l'aile très conservatrice du pouvoir, et donc il y a beaucoup de débats pour changer les responsables de la télévision, d'ouvrir un peu plus la télé iranienne. Ce qu'on trouve, c'est beaucoup de propagande, des images de guerre, de succès des missiles iraniens qui frappent des bases américaines. Par exemple, si on regarde par exemple les chaînes de télévision en Iran, on assiste à une toute autre guerre que lorsqu'on regarde les chaînes françaises, ou lorsqu'on regarde les chaînes américaines, ou encore lorsqu'on regarde les chaînes arabes. C'est-à-dire que cette guerre qui a duré 40 jours et qui continue qui n'est pas toujours terminée totalement, selon qu'on regarde par exemple les chaînes iraniennes, les chaînes arabes, les chaînes françaises, les chaînes américaines ou les chaînes israéliennes, c'est pas la même guerre qu'on raconte. Donc ça, il faut le savoir. Pour Téhéran, bien sûr, c'est l'Iran qui a gagné. Donc on montre les succès militaires de l'Iran, la mobilisation d'une partie, en tout cas de la population iranienne, en faveur du pouvoir. Il faut savoir que depuis 115 jours, il y a des rassemblements nocturnes tous les soirs qui durent jusqu'à 2h, 3h du matin. Et donc cette mobilisation est importante pour le pouvoir iranien. Et donc c'est relayé par les chaînes de télévision. On montre aussi des maniements d'armes. Des animatrices qui apparaissent avec des kalachnikovs en bandoulière. Ça, voilà, exactement. Ça, c'était une séquence qui a duré quelques jours. Des missiles qui sont emmenés dans la foule, ou des drones, ou par exemple des mariages collectifs en jeep militaire, repas en rose. Donc c'est des choses comme ça qu'on voit à la télévision iranienne. Ah oui, donc c'est vraiment des images de propagande très axées sur le conflit qui se passe en ce moment dans ce pays. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 4 et c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la rencontre diffusée hier en première partie de soirée sur M6. C'était le Belgique face au Sénégal. La Belgique qui a remporté cette rencontre un petit peu sur le fil, il faut le dire, au pénalty, avec un pénalty, grâce à un pénalty d'ailleurs. C'est 30% de part d'audience. M6 est donc première chaîne nationale. Alors je vous parle de football parce que l'équipe nationale d'Iran a participé aussi à cette Coupe du Monde aux États-Unis et c'est assez paradoxal finalement pour une nation d'envoyer son équipe dans un pays qui lui a déclaré la guerre. Comment cette compétition a-t-elle été vécue en Iran justement ? Alors il y a eu beaucoup de protestations. On a parlé de triche, d'arbitres qui favorisaient les équipes adverses. On criait au complot alors. Au complot, exactement, en disant que par exemple les arbitres du VAR, de la vidéo, donc étaient en fait des Israéliens qui avaient donc favorisé la Belgique, je crois. Les conditions d'hébergement de l'équipe iranienne, les conditions d'entrée et de sortie des États-Unis étaient très compliquées parce que en fait l'équipe iranienne ne pouvait rentrer aux États-Unis, qui était donc au Mexique, ne pouvait rentrer aux États-Unis pour le match que 24 heures avant le match, et puis de repartir immédiatement. Donc tout cela, beaucoup de joueurs ont dit que en fait c'était des conditions très difficiles et pas normales d'une compétition sportive, et donc beaucoup de dénonciations. Et puis il y a eu aussi toutes les bagarres qu'on a pu voir dans les stades entre des monarchistes et des partisans de l'équipe nationale, y compris aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup il ne faut pas croire que la diaspora iranienne est à 100% monarchiste ou pro-Pahlavi. Il y a beaucoup de gens qui ont soutenu l'équipe nationale, donc avec les drapeaux iraniens, pas le drapeau monarchiste avec donc le lion, et donc avec des bagarres assez désagréables dans les stades. Mais en Iran, beaucoup de gens, et notamment les responsables, disent qu'il y a eu triche pour éliminer l'Iran par un arbitrage qui a défavorisé l'Iran. Qui a défavorisé l'Iran. L'Iran qui ne s'est pas qualifié donc pour les 16e de finale et qui a été éliminé en effet aux portes de la phase finale de la compétition. On va en parler justement de ce pays qui est en guerre maintenant depuis 40 jours. C'est 40 jours dans Téhéran sous les bombardements. C'est le titre de votre livre aux éditions First. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV.
Alors vous êtes l'un des rares journalistes francophones en Iran, vous avez parlé de votre confrère de l'agence France Presse, et selon le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l'Iran se situe vers la 176e, 177e place sur à peu près 180 pays aux côtés de l'Afghanistan, de la Syrie. Ma question elle est toute simple, comment on fait pour exercer cette profession de journaliste dans un pays, dans un contexte de répression assez importante ? Alors, c'est le respect de la déontologie et ce qui me protège en fait, c'est d'être très factuel. Oui. C'est-à-dire que le fait de rapporter les faits et rien que les faits, c'est une protection importante qui me permet qui m'a permis de travailler. J'ai été arrêté 7 fois pendant le conflit, pendant les 40 jours. J'ai passé une nuit à l'isolement en 2022, alors que je couvrais une manifestation officielle. Et quand j'ai montré par exemple ma carte presse à des hommes en civil qui me contrôlaient dans la rue, ils m'ont dit tout simplement cette carte de presse qui est délivrée par le ministère de la Culture n'est pas valable pour nous. Alors que c'est une carte officielle. Alors que c'est une carte officielle. J'ai été menotté, les yeux bandés, emmené, premier interrogatoire. En plus, j'avais acheté un nouveau téléphone. J'avais envoyé des vidéos que j'avais prises pour montrer la qualité de la caméra à une amie qui vit en France. Et donc, tout de suite, c'était qui est cette femme, pour quels médias étrangers d'opposition elle travaille. Alors qu'elle ne travaillait pas du tout pour les médias. Pas du tout. Donc, et j'ai passé l'interrogatoire, je le décris, enfin, je le raconte. Je suis emmené dans un premier endroit, ensuite, dans un second endroit, un jeune. J'avais les yeux bandés, mais de par sa voix, je pensais que, enfin, j'ai cru que c'était un jeune. Il me fait descendre des escaliers. Il dit compte 10 marches. On descend. Voilà, fais-moi confiance. Il me tenait par la main. On descend. On fait 10 marches. Et puis il me dit maintenant 9 marches. Tu les comptes. On arrive en bas. Et puis une porte métallique s'ouvre. Il me fait entrer dans une petite pièce. Je sentais que c'était une petite pièce. Et il me dit, il referme la porte et il dit d'ici, aucun bruit ne sort. Ah oui, donc ça veut dire que vous pouvez crier, vous pouvez appeler à l'aide, personne ne viendra à votre secours. À ce moment-là, vous réagissez comment ? Vous dites, je vais peut-être mourir, enfin, on va me garder en otage. J'étais très calme. Alors, je lui dis, écoutez, moi je suis journaliste, j'ai une carte presse, si vous ne voulez pas que je travaille, eh ben vous retirez ma carte presse, j'irai faire de l'agriculture. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas. Et donc, il commence à me poser des questions. À chaque fois que je commençais à répondre, il me disait ne dis pas n'importe quoi. En persan, c'est Mozart Rafnagou. C'est un peu plus violent. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. et puis, au bout de la 5e fois, je lui dis écoute. Dis-moi ce que tu veux entendre, je vais te le répéter, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Vous êtes dans un discours de sourd, comme on dit. Et donc, on ne va pas s'en sortir. Tu me dis ce que tu veux entendre, et moi, je te le répète. Et voilà, je suis entre tes mains. Et puis, à ce moment-là, j'entends des pas. Quelqu'un vient me frapper à la porte, il me fait sortir, il sort, il parle avec l'autre personne qui était derrière, et qui était descendue. Et puis, il revient, il me dit « Ah ben non, c'est pas possible, tu dois passer un interrogatoire. » Et là, je me suis dit, sans le dire à voix haute, je dis, qu'est-ce qu'on faisait jusque-là ? On faisait un interrogatoire, absolument. Et puis, il me dit, en remontant, il me dit, tu as le passeport ? Tu as un passeport ? Je dis oui, j'ai un passeport français. Et donc là, c'est un interrogatoire qui a duré 5-6 heures. Pourquoi tu travailles pour des chaînes ennemies ? France 24, c'est une chaîne ennemie, hostile à l'Iran. Pourquoi tu travailles pour la France et pas pour l'Afrique du Sud ? Ça, c'est... Je suis franco-iranien. Je suis francophone, je parle pas, enfin, je ne maîtrise pas l'anglais pour pouvoir travailler pour et en fin de compte, ça a tellement duré que son supérieur est venu, il a dit arrêtons maintenant, ça suffit. Et donc ils m'ont emmené dans un autre lieu, dans une cellule d'isolement, où j'ai passé la nuit. J'étais tellement fatigué qu'avant de m'endormir, de m'écrouler en fait, je me suis dit, bon, de 3 choses l'une, soit je suis libéré au bout de 2 jours, soit quelques semaines, soit 5 ans. Comme je suis binational, je peux passer pour un espion, enfin, et puis d'espionnage, comme ça a été
été le cas. C'est l'accusation un peu facile quand on est journaliste. Exactement. Et puis je me suis écroulé le lendemain. Finalement, j'ai été, alors je le raconte dans le livre, j'ai été libéré le lendemain. Après d'autres interrogatoires encore le matin, voilà. Alors il y a quelques semaines sur le Figaro TV, Thibaut Gauthier qui présente le Figaro la nuit donc sur notre chaîne recevait la journaliste franco-iranienne Abnous Shalmani et pour elle en fait toutes les images que l'on voit sur France 24 et ailleurs où l'on voit d'ailleurs des femmes sans voile déambuler librement dans la rue, se rendre dans des bars, et bien tout ça pour elle ça relève de la propagande. Je vous propose de découvrir un court extrait de cette conversation et on en reparle juste après. On arrive quand même à avoir des reportages sur ce qui se passe sur place. Oui, alors justement, j'ai vu un reportage récemment, il y a 2 jours. Ils sont bons aussi en propagande, je veux dire. Les seuls qui ont accès à Internet, c'est la propagande du régime. Où honnêtement, je vous le dis, ça a un peu bousculé mes certitudes. Je me suis dit, mais attendez, je vois des femmes sans voile qui vont dans des cafés comme on en voit pousser dans le Marais, dans des librairies qui ont la tête de celle dans laquelle on était il y a une demi-heure. Je me suis dit, mais ça s'appelle de la propagande. Oui, mais quand c'est sur France 24, ils prennent les images qu'ils ont et qu'ils sont très forts. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment impressionné là pour le coup, cette fois-ci encore plus que les fois précédentes. Vous l'avez vu sur Portal dont je parle? Non, même pas. Je viens, mais bon. Après, moi, mon père a accès à quand même pas mal de gens en Iran, donc il me fait, il se fait porte-parole, il me raconte, et d'autres gens que je connais, et là plus des opposants, dont on va me torturer pour que je donne leur nom et donc on sait ce qui se passe. Ils sont tous bluffés par le niveau, j'allais dire, luxueux de la propagande qui déverse. Voilà pour cet extrait. Siavash Ghazi, qu'est-ce que vous répondez à ça justement quand on vous dit que les images que l'on voit, où effectivement on voit des femmes qui déambulent dans la rue. D'ailleurs, je ne vais pas trahir un secret, vous m'avez montré des vidéos juste avant cette interview où effectivement vous voyez, vous filmez dans la rue et on voit effectivement des femmes qui se baladent librement dans des marchés, etc. On vous dit que c'est de la propagande. Je vous invite à venir en Iran. Ouais, voilà, c'est ça. Comme ça, c'est. En fait, oui, c'est un discours facile. Mais ce que moi je constate, c'est que bon, il y a d'une part la répression. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que depuis le 10 mars, il y a plus de 100 personnes qui ont été, 150 qui ont été pendues pour espionnage au profit d'Israël, pour action armée en janvier dernier contre des commissariats, des centres militaires. Ça, c'est une part de la réalité. L'autre part de la réalité, c'est toutes les arrestations. On ne sait pas ce que sont devenues des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie aussi de la réalité iranienne. Ouais. Mais il y a en même temps que ça une ouverture impressionnante, surprenante de la société, de cette jeunesse qui se donne la liberté de circuler, de se balader dans la rue sans voile, en chemise courte, en manches courtes, ou même sans manches ou en short. Même des filles en crop top d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais pas seulement dans certains quartiers occidentalisés et riches de Téhéran. C'est valable aussi en province. Il y a un chiffre qu'il faut retenir. La ville de Qom, qui est la capitale religieuse de l'Iran, très traditionnelle, très conservatrice, très religieuse. À Qom, par rapport à la population, il y a plus de cafés, de cafés modernes, pas de cafés traditionnels, de cafés modernes qu'à New York. En termes de population. C'est-à-dire qu'il y a une évolution globale de la société iranienne, une société qui est beaucoup plus moderne que le pouvoir lui-même et le pouvoir court derrière ces sociétés pour essayer de retenir autant que c'est possible sans pouvoir le faire. Et on voit toutes ces scènes où on se croit, quand on se balade dans Téhéran, mais aussi dans les villes de province, on se croit être à Rome ou à Paris ou à Londres, des filles en scooter, en short. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes qui se permettent désormais de ne pas porter de ne pas porter le voile se maquillent moins, parce qu'avant c'était le visage seulement qui apparaissait, donc c'était important de se maquiller. Maintenant, on voit des femmes beaucoup moins maquillées qu'avant, et ça, c'est aussi une évolution de la société. Et ce qui est précieux dans votre livre, justement, c'est qu'on a un autre regard sur le conflit qui secoue le Moyen-Orient, et je retiens aussi, en lisant ce livre, finalement, ce sont finalement les civils qui sont en première ligne des bombardements américains et israéliens, des gymnases, des écoles, des aéroports, des quartiers ont vraiment été bombardés, transfigurés. Et il y a cette femme aussi que vous rencontrez dans les rues de Téhéran, me semble-t-il. Et cette femme, elle vous a beaucoup marqué. On le lit d'ailleurs et vraiment on a l'impression que vous êtes très très ému quand vous écrivez ces lignes. Pourquoi elle vous a marqué, cette femme ?
C'était la première visite sur une frappe dans un quartier résidentiel. Ouais. Et donc on arrive sur place, c'était vraiment tout tendu, il y avait des drones qui circulaient, qui étaient dans le ciel. Et donc j'arrive, c'était une petite ruelle, il y avait un siège du Basij, de la milice islamique, qui n'a pas été touché. Mais à côté, il y avait donc une vingtaine de bâtiments totalement détruits. Ouais. Et cette femme, je l'ai attrapée, elle passait, elle avait été évacuée parce qu'il y avait eu un ordre d'évacuation du quartier par les autorités, parce qu'il y avait un risque de frappe à cause du siège de la milice islamique. Et donc cette femme avait quitté sa maison 3 jours plus tôt, et elle revenait pour aller voir s'il restait quelque chose de sa maison. Et je l'ai attrapée, je lui ai dit, est-ce que tu peux rester avec moi pour témoigner? Et elle est restée à côté de moi pendant une demi-heure. Et je lui ai dit, tu vas passer à la télé. Elle hoche les épaules, elle dit, qu'est-ce que ça change? J'ai déjà tout perdu. Bien sûr. Et, ça, vous aimez encore beaucoup cette histoire? Parce qu'en fait, cette femme-là, elle vous rappelait quelqu'un, vous vous êtes reconnu en elle, en fait, c'est ça? Ça aurait pu être quelqu'un de votre famille, finalement. Non, parce qu'on a été obligé de repartir, parce qu'il y avait des risques de frappe. Et une fois en voiture avec ma femme, je me suis rendu compte que je l'avais pris comme ça, qu'elle était restée, elle était tellement, comment dire, elle-même, elle est restée avec moi sans rien dire, elle a témoigné, et donc j'avais même pas eu le temps de la remercier, parce que les forces de sécurité nous poussaient à partir, à quitter les lieux, parce qu'il y avait un risque de frappe. Et on est retourné dans ce même lieu il y a 2 semaines pour essayer de la retrouver. On ne l'a pas retrouvée. Et je me suis dit, j'aurais dû lui donner mon numéro de téléphone si elle avait besoin de quelque chose, de m'appeler. Et donc, c'était un moment très émouvant. Vous y repensez souvent à cette femme. Vous dites que son visage vous hante d'ailleurs dans le livre. Absolument. Oui. Et vous pensez que vous allez la retrouver? Vous imaginez ce qu'elle est devenue? Ce que je voudrais faire, c'est je vais parce que j'ai sa photo avec moi. Donc on a décidé avec ma femme qu'on allait la mettre dans le magasin à côté. Donc voir avec les voisins si on peut la retrouver pour la remercier, lui demander si elle a besoin de quelque chose ou pas. Eh bien, merci beaucoup Siavash Ghazi, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est déjà la fin de cette émission, on avait encore 1000 autres questions à vous poser, mais bon, j'espère que vous reviendrez en France pour venir nous revoir, parce que franchement, c'est votre discours et surtout votre parcours est passionnant, et vous en parlez dans justement Carnet de guerre, 40 jours dans Téhéran sous les bombardements. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Et le Buzz TV revient dès demain avec toute autre chose. David et Jonathan, les chanteurs qui seront sur ce plateau. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.